C'est déjà la fin des critiques de la prélogie. Tu les trouveras toutes dans les informations sous la vidéo. Et je chante des sites. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Et oui, on continue la rétrospective et on en est déjà, à Star Wars au 6ème de la rétrospective, c'est-à-dire le 3, qui est sorti au cinéma sous le nom de Star Wars 3, alors qu'en fait c'est le 6ème que les gens ont pu découvrir au cinéma. Et oui, c'est compliqué. Star Wars 3, La Revanche des Sith, toujours de Papy George Lucas, sorti le 18 mai 2015. Je l'ai vu au cinéma à l'époque en version française. Je vous rappelle rapidement le principe de mes critiques sur Star Wars. Je suis pas fan, j'ai vu essentiellement les films, alors qu'il y a plein de livres, plein de séries télé et autres. J'ai vu une série dont je vais vous parler dans cet épisode qui s'appelle La Guerre des clones de Genndy Tartakovsky. Mais à part ça, je n'ai vu que les films et que cette série. Et je vais spoiler en long, en large et en travers, donc si vous avez commencé la rétrospective, il n'y a pas de souci pour vous. Si vous n'avez pas vu Star Wars 3, ce serait dommage de se faire spoiler. C'est quand même sympa à découvrir avant. C'est rare, en général je fais des critiques où il n'y a pas besoin, mais de temps à autre je me lâche, je fais une rétrospective où je spoil de tous les côtés, je me lâche, je fais vraiment la critique ultime. Hashtag le YouTube Game est en sueur, et donc je me permets de spoiler en long, en large et en travers. Ce va être le cas aujourd'hui. Vous êtes prévenus, gentiment, mais sûrement. Donc, d'abord, j'ai envie de vous parler avant de commencer la critique, évidemment, je vais commencer par faire des parenthèses, toujours pareil, des détours, hein, on en a pour 3 heures, on est bien d'accord, sur La Guerre des clones, donc film d'animation Flash, en animation Flash, dont je vous avais parlé dans les épisodes précédents, qui est réalisé par Genndy Tartakovsky, qui avait été scénarisé, enfin, l'histoire venait de Papy George Lucas, hein, qui gérait tout ça, et c'était en fait une série en 2 ou 3 saisons, je crois, de 19 épisodes de 3 minutes, puis d'un épisode de 20 minutes, et pour la saison 3, c'était 5 épisodes de 12 minutes, dont le principe était de raconter la guerre des clones, directement. Je l'ai vu, moi, à l'époque, je l'ai découvert sous sa forme longue. M6 avait diffusé 2 grands téléfilms qui réunissaient tous les épisodes, en fait. Il n'y avait plus de séparation par de générique de fin et de début, machin, blabla. Pour être clair, les objectifs de la série, c'était de clairement montrer les Jedi mythiques au combat. Bien sûr Obi-Wan, bien sûr Anakin Skywalker, mais aussi Mace Windu, Yoda, et plein d'autres que j'ai découvert là, enfin, que je connais vraiment très peu, Fisto et d'autres là, vraiment, je pense qu'il faut vraiment connaître l'univers. Moi, les 3 quarts, je les connaissais pas. Et le deuxième objectif de cette série est évidemment, connaissant George Lucas et les critiques que j'ai fait jusqu'à présent, le merchandising, hashtag beaucoup de pognon. Et donc, au départ, pour vous donner un petit peu le contexte de naissance de Clone Wars, Star Wars 3, La Revanche des Sith, commençait avec 7 champs de bataille différents qui étaient grosso modo supposés illustrer, montrer que c'est la guerre dans le monde, dans toute la galaxie, et que grosso modo les Jedi sont sur tous les fronts. Et en fait, évidemment et heureusement, je pense pour le film, ça a été réduit après réécriture, à une bataille au début et des détails d'autres batailles pendant le film, j'en parlerai après. Et en fait, tous ces lieux de bataille ont été réutilisés pour la série La Guerre des clones, pour justifier grosso modo le dessin animé, et surtout le fait que c'est essentiellement un dessin animé d'action. Parce que oui, Clone Wars, enfin, je vais pas parler de Clone Wars, parce qu'il y a une autre série plus tard qui s'est appelée Clone Wars, et qui est encore diffusée maintenant, si je dis pas de bêtises, avec d'autres personnages principaux notamment, donc je vais pas mélanger, mais la guerre des clones, donc je vais plutôt appeler ça la guerre des clones, pour faire la distinction, est d'abord et avant tout des dessins animés courts d'action. Il y a très peu, voire c'est pas du tout, mais il y a vraiment très peu de scénarios, hein. On passe beaucoup d'épisodes à voir simplement Obi-Wan vaincre un ennemi un peu particulier, qui fait très cartoon, qui est un peu une exagération de l'univers de Star Wars, hein, puisqu'ils se permettent beaucoup de liberté par rapport à ce qu'on a pu voir dans les films. On voit notamment Mace Windu avoir des pouvoirs, genre s'il a des pouvoirs à ce point-là, je vois même pas pourquoi c'est problématique la guerre, où ils ont des difficultés les Jedi là en l'occurrence. J'en reviendrai là-dessus un petit peu après, sur les défauts de la série. Mais grosso modo, c'est essentiellement une série d'action. Il y a certains épisodes où on n'entend pas les Jedi dire le moindre mot. Si je dis pas de bêtises, dans la version originale, ils étaient doublés par leurs propres acteurs, donc j'imagine que ça devait coûter cher. En tout cas, dans la version française, c'est les doubleurs des différents acteurs dans les différents films qui ont doublé leurs personnages, en tout cas, au moins pour le doubleur français d'Ewan McGregor, dont j'ai oublié le nom, et le doubleur français de Anakin Skywalker. Ce qui faisait, à mon avis, une très belle... c'est un détail, mais c'est un beau détail de continuité. Alors, la série
finalement, même si les scènes d'action sont très sympas, j'en parlerai après, elle est surtout intéressante parce que Anakin évolue subtilement, selon moi, entre la saison 1, 2 et la 3e. Dans la saison 1 et 2, je vous passe le contexte, on a donc la guerre des clones qui se passe, on voit les différents Jedi mythiques, et au milieu de tout ça, on voit Anakin qui est confronté au nouvel apprenti du comte Dooku, qui s'appelle Sage Ventress, qui est une femme assez classe, comme ça, chauve, avec 2 sabres, assez cool. Et toute la saison joue sur un build-up du combat final qu'il y aura entre Anakin et Sage Ventress. Mais, et j'insiste tout de suite, les différents entrecroisés avec ce que font les autres Jedi, ainsi de suite, en combattant l'armée de la Fédération, donc l'armée de droïdes. Et le truc qui fait que ça passe bien et que c'est regardable, c'est simplement que l'action est inventive, spectaculaire, vraiment classe. C'est une très bonne utilisation de l'animation Flash. L'animation Flash, pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est cette animation avec des gros traits noirs. Je sais pas si vous connaissez les Super Nana de Powerpuff Girls. Et ben c'est ça, c'est de l'animation Flash. Il y a eu plein de séries au début des années 2000 qui étaient faites vraiment comme ça, dessinées comme ça, et qui ont eu beaucoup de succès. Et c'était la première chose que ça apportait, ce style d'animation, c'est que ça dynamisait beaucoup l'animation. Ça la rendait plus rapide, plus péchue, plus dynamique globalement. Bon, c'est des synonymes, mais tout simplement ça mettait plus d'emphase dans l'action et ça facilitait visiblement l'animation, puisque c'était une animation qu'on pouvait faire non plus en dessinant chaque image, mais si les personnages ont un design assez simple et assez direct, on a constaté qu'on pouvait les faire aller beaucoup plus vite, faire beaucoup plus d'images sans forcément avoir besoin de les dessiner, et donc on gagnait énormément de temps. Puisque la Flash est un logiciel qui permettait notamment de faire de l'animation point par point, mais aussi de coordonner des lignes d'une direction à l'autre. Donc si les personnages sont géométriques, plus ou moins, avec des grosses lignes, et qu'on met en place grosso modo leur animation point par point, et ben on pouvait faire plein de choses très sympathiques. Et je trouve que mettre des effets de vent, de sable, plein de choses comme ça que ce logiciel-là permettait, et ça a créé ce style. Je pense pas qu'ils aient utilisé le logiciel Flash pour la série, pour cette série-là. Mais dans l'idée, ça a beaucoup dynamisé l'animation en général, et cette série-là en profite un maximum. Parce qu'il y a vraiment une parfaite utilisation des limites de cette technique, puisque, comme je disais, les personnages doivent être anguleux pour que ça fonctionne. Il y a un manque de nuances globales dans le trait, tout est un peu grossier. On a notamment des visages d'enfants ou autres qui font vraiment... je sais pas, poupée, c'est pas très réussi. Ça manque de relief aussi, mais comme je disais, il y a beaucoup de vitesse, et surtout... Tartakovsky et son équipe n'ont pas arrêté d'avoir des idées de mise en scène. Toutes les batailles de la série sont spectaculaires. Exagérées, dessins animés. Je vous donne un exemple tout bête, c'est à un moment donné, Mace Windu est confronté à une énorme machine qui est en fait un énorme écraseur, un énorme pilon géant. Qui tape dans le sable, mais ils utilisent bien le fait de ce pilon pour créer des vagues de sable qui balayent tous les gens. Donc il y a un côté comme ça cataclysmique qui rend tout de suite cette machine, qui a priori est une machine de dessin animé, en machine de guerre relativement vraisemblable et difficile à combattre, un adversaire impressionnant. Et la série joue beaucoup là-dessus, elle cale des monstres un peu partout, elle se permet d'être un dessin animé dans l'univers de Star Wars. Et donc il y a aussi des limites, c'est qu'elle exagère vraiment, à mon avis, trop certains pouvoirs. Si on voit le dessin animé et qu'on voit les films après, on se dit non mais attends, si comme je disais, si Mace Windu peut faire des trucs pareils, combattre 60 drones à lui tout seul, la guerre, je vois pas le problème. Alors qu'en fait, à la fin de l'attaque des clones, on voit clairement qu'il peut pas battre 25 drones à lui tout seul. Donc la série exagère et souffre un peu de son côté dessin animé par moment à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'exagérer autant pour que ce soit spectaculaire. Nonobstant, ça fonctionne bien et c'est agréable à regarder. Ça manque de scénario, c'est vraiment clairement de l'action pure. Le temps qu'on retrouve Anakin et éventuellement un peu Obi-Wan. Mais grosso modo, ça reste, je trouve, une série très agréable à regarder, et surtout la bataille de fin de saison 2 entre Anakin et Ventress est très spectaculaire, elle est vraiment cool et stylée. On a notamment toute une partie qui se passe sous la pluie, on a les sabres laser qui fument, ils se battent dans un temple tous les deux, il y a Anakin qui devient de plus en plus en colère et tout ça, je trouve que c'est vraiment subtil, je vous conseille de voir, il y a plein d'images qui sont vraiment très bonnes. Elle est facile à trouver cette série sur YouTube en plus. Et ça montre aussi que Anakin est déjà gagné par la colère avant de devenir un Jedi, puisqu'à ce moment-là, il est encore Padawan. Je trouve que c'est cool, subtil et c'est efficace. Pour peu que l'on aime surtout l'action, encore une fois, c'est une série d'action. La saison 3 aussi est intéressante essentiellement pour le foreshadowing qu'on fait autour d'Anakin et du fait qu'il a le monstre en lui-même. Il y a tout un symbole notamment autour de son bras et d'une séquence où on voit en dessin rupestre que son bras va détruire tout autour de lui, bien sûr. Et c'est simple,
encore une fois ici, mais Anakin devient subtilement Dark Vador, et j'aime beaucoup cette série. Pour moi, c'est un dessin animé qui a apporté beaucoup à Star Wars, La Revanche des Sith. J'ai pas vu, comme je disais, toutes les séries, tous les livres, etc. Mais pour moi, Tartakovsky, dans son travail sur cette série, Genndy Tartakovsky, pour la petite parenthèse, c'est un réalisateur qui a aussi fait notamment les 3 Hôtels Transylvanie, si je dis pas de bêtises. C'est pas trop mon truc, mais bon, peu importe. C'est juste pour vous dire, entre-temps, depuis le temps, il a fait du chemin. Mais en tout cas, sur cette série, je trouve pour moi, il a une place importante dans ma perception positive de Star Wars, La Revanche des Sith. Et oui, spoiler, je te spoil déjà ma critique. Je trouve qu'il a exactement réussi la transition spectaculaire que le grand à laquelle le grand public peut adhérer. Mais en même temps, je trouve que c'est assez profond et assez subtil, en ayant, encore une fois, un scénario qui est supposé vraiment disparaître entre les deux films et qui n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de voir la guerre des clones pour comprendre Star Wars 2 et 3, il n'y a aucun problème. Ça reste un dessin animé d'action, encore une fois. Mais je trouve que sur Anakin, c'est très juste. C'est vraiment très bien ce qu'il a réussi à faire. Je trouve que c'est un des rares exemples, la guerre des clones, je conclurai là-dessus, sur un exemple de transmédia que je trouve réussi. C'est un dessin animé qui est entre des films, qui est clairement... qui a été en épisode court parce qu'il n'a pas de grande histoire à raconter, mais il fait du fanservice sympathique et bien fait. C'est des épisodes de 3 minutes, donc on n'aime pas, mais en tout cas, ça nous gavera pas la journée. Et puis, ça c'est autre chose quand même que les films fanservice, qui sont quand même une hérésie. Et puis, on a... je reparlerai bientôt des films comme Solo, Rogue One et ainsi de suite dans la série des Star Wars, justement, avec un peu de chance, quand j'aurai fini la rétrospective avant la sortie de Star Wars 9, je pense que je vous ferai aussi une petite partie sur Solo et sur Rogue One, mais le temps est en train de jouer contre moi. J'espère que je vais y arriver. Je suis pas encore sûr, mais j'espère que je vais y arriver. En tout cas, on va finir la série principale avant la sortie du 9. On croise les doigts, mais je devrais y arriver. Donc voilà, la guerre des clones, c'est un des rares exemples de transmédia réussis. Avec, c'est vrai quand même, maintenant que j'y réfléchis un petit peu, les Animatrix qui ont des épisodes intéressants, d'autres moins, mais qui sont globalement vraiment sympas. C'est un très bon prolongement de l'univers de Matrix, 2, 3 aussi. Ou encore même les séries The Defenders, je trouve aussi que, notamment dans leur première saison, que ce soit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist, même si Iron Fist est franchement raté, la saison 1 notamment, il y avait quand même une belle utilisation de l'univers Marvel. Après, c'est devenu vraiment autre chose et tu sens qu'ils étaient un peu emmerdés, enquiquinés d'être attachés à des films qui allaient dans d'autres directions. Et ça devenait un peu trop compliqué avec le nombre de films qui sortaient de rester un peu transmédia. Mais l'idée de départ, je trouvais, était très sympa et donnait un autre pendant à l'univers des films Marvel sans pour autant être nécessaire. Ça, c'est le transmédia qui me plaît. C'est celui qui n'est pas nécessaire mais qui apporte beaucoup d'univers. Si on aime l'univers, il apporte de la profondeur. Bref, je ferme la parenthèse, j'avais dit que je vous en parlerais. Moi, je vous conseille de la regarder, je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, scénario, une page sur 300, mais le peu que ça apporte, ça le fait bien. Et puis c'est amusant à regarder, c'est de la bonne animation, pourvu qu'on aime le dessin animé aussi, ça peut être vraiment fun à regarder. Voilà. Mais je pense qu'il faut quand même aimer le dessin animé, parce que je dois le dire quand même comme point négatif, l'animation Flash, c'est un peu ingrat, donc c'est quand même très très, simpliste, ça manque de finesse par moment, donc les émotions ne sont pas extraordinaires non plus sur les personnages. Heureusement, la mise en scène, encore une fois, et l'inventivité de Genndy Tartakovsky jouent et apportent énormément. Bref, si vous avez l'occasion, regardez. Mais moi, ça m'a donné donc cette appréhension, ça a fait le lien, sans que je le veuille, sans faire exprès, entre l'attaque des clones de Star Wars 2 et donc le Star Wars 3. Et donc nous y voilà, on est déjà à la fin de la prélogie avec un épisode ultime réalisé par George Lucas donc. Film qui était prévu pour être la conclusion mythique de l'histoire d'Anakin Skywalker et de son passage malheureux et terrible vers le côté obscur, en même temps que l'histoire de la chute de la démocratie galactique vers le fascisme de l'empereur. Enfin voilà, très très beau programme, tragédie grecque, shakespearien même je dirais. Et donc, alors qu'est-ce que ça donne enfin cette fin de la prélogie ? Eh ben, on va pitcher, on va schtroumpfer, calmez-vous les amis, là, posez vos flingues, hashtag tout va bien, mais installez-vous avec un bol de chips, du guacamole, et quelques bonnes piñatas et des pina coladas, quoi des piñatas, n'importe quoi, bon bref, je connais rien à la culture mexicaine, j'aurais mieux la fermer, on y va, on va pitcher. Oui, je me suis trompé de départ, allez, faux départ, allez, troisième. La guerre entre la République et les séparatistes fait rage dans toute la galaxie. Les Jedi sont sur tous les fronts. Lors de la libération du chancelier Palpatine qui avait été kidnappé,
Anakin se venge du comte Dooku en le tuant. Tiraillé par son désir de pouvoir et des cauchemars qui lui annoncent la mort prochaine de Padmé, Anakin est chargé par le Conseil des Jedi d'espionner un Palpatine de plus en plus suspect. Anakin cherche conseil auprès des Jedi, mais seul Palpatine semble lui amener des réponses rassurantes concernant l'avenir de Padmé. Et alors qu'Obi-Wan est envoyé débusquer le chef des armées séparatistes pour mettre fin à la guerre, le général Grievous, Anakin fait la découverte que Palpatine n'est autre que Darth Sidious, le chef des Sith. Anakin doit à présent faire un choix, mais ce choix pourrait bien déterminer l'avenir de la galaxie tout entière. Hashtag popopo. Alors la première chose positive sur Star Wars, la revanche des Sith, est que, comme dit avant, Lucas a dû recentrer l'intrigue sur Anakin. C'est-à-dire que j'avais parlé des fameux 7 champs de bataille et tout ça, il a dû vachement se calmer, il a dû recentrer vachement à l'écriture, et honnêtement, c'est un point fort du film. Pardon, excusez-moi, je suis encore malade, décidément. C'est un point fort du film. Le film suit dès le début les états d'âme d'Anakin, avec tous ceux qui l'influencent, et en fait, le film a l'intelligence de ne jamais le lâcher. Exemple, je donne un petit peu le déroulé de l'histoire, encore une fois vous l'avez vu, mais c'est juste pour vous rappeler, il hésite au début à tuer Dooku et il est influencé par Palpatine à le faire, il hésite à parler à Padmé, elle arrive à le faire parler, mais elle n'arrive pas réellement à le comprendre, il demande un conseil à Yoda concernant le fait de perdre un proche, et Yoda lui donne un conseil que lui ne peut pas entendre, ou qui est à mon avis trop froid, mais je reviendrai là-dessus après. Bien que ce soit un conseil sage, mais je reviendrai après sur la distinction entre sagesse et empathie. Il a aussi des hésitations à suivre ensuite le conseil Jedi, alors que c'est Obi-Wan qui lui dit qu'il doit suivre ce que le conseil lui dit, mais il hésite évidemment à suivre le conseil Jedi ou Palpatine. Il hésite ensuite à tuer Darth Sidious d'emblée. Alors je sais pas s'il aurait pu, mais en tout cas, il allume son sabre et tout ça, et Palpatine, enfin Darth Sidious lui dit clairement qu'il est Darth Sidious et il hésite à le tuer. Il hésite à suivre Windu pour arrêter Palpatine, donc vous voyez, il est constamment dans une sorte de magnétisme à vouloir faire quelque chose et il doit se contenir sans arrêt. Et puis en final, il hésite dans le face-à-face final entre Windu et Palpatine, qui est évidemment un symbole de son déchirement entre la lumière et l'obscurité. Et puis, il finit par tout lâcher prise et à suivre aveuglement et de manière égoïste le côté obscur, et donc Palpatine. Alors, il y a eu pas mal de reshoots, pour la petite parenthèse, hein, pour clarifier ce chemin, pour le rendre plus direct, et je pense que ça a vraiment fait du bien au film, j'imagine. Il y a eu le reshoot, le retournage après la fin du tournage officiel, a essentiellement été dédié à clarifier le basculement d'Anakin, hein, puisque visiblement dans le premier montage, Lucas et la production n'étaient pas satisfaites. Et malgré ça, malgré le fait qu'il y a eu donc un gros reshootage, eh ben, c'est toujours pas parfait. J'en parlerai plus tard. On va se laisser un petit peu de suspense. Hashtag, vous êtes, comment dire, accrochés à vos slips. Ouais, je sais, j'ai des expressions qui veulent rien dire aujourd'hui. Donc bref, je pense que Star Wars 3, clairement, est le premier film de la prélogie à avoir un film émotionnel clair, pardon. Contrairement à Star Wars 1, où on suivait Qui-Gon et Padmé, mais c'était peu prenant. On comprenait leurs enjeux, mais au final pas tant que ça. On était assez loin des émotions de Qui-Gon, et Padmé a des émotions très claires, mais au final elle subissait beaucoup l'histoire. Et dans Star Wars 2, l'amourette entre Anakin et Padmé est ratée, et l'enquête d'Obi-Wan est intéressante, mais elle est peu intense. Vous voyez ce que je veux dire, elle a des bons moments, mais elle n'est pas non plus super tendue, elle n'est pas prenante, quoi, en soi. Elle est juste intéressante. Donc, le fait d'avoir un film émotionnel clair fait de Star Wars 3 le meilleur film de la trilogie. Enfin, de la prélogie, pardon. Alors, oui, tout simplement parce que le film sait rester émotionnel de bout en bout, ce que les autres films, et j'ai assez fait de critiques là-dessus, à part l'Empire contre-attaque, ne savaient pas faire. Finissait toujours par avoir du mou, des trous, pas forcément des incohérences, mais des manques globalement de tenue et de tension qui faisaient que bon, bah, on se retrouvait avec des scènes informatives les unes derrière les autres et ça finissait par manquer d'émotion. Il faut ajouter à ça ce choix très judicieux, encore une fois, d'avoir centré le film une bonne fois pour toutes sur les émotions d'Anakin et de l'avoir utilisé lui comme symbole de la fin de la République. Directement, et de l'hésitation qui existe toujours dans toute démocratie entre la radicalité négative et la démocratie molle, juste mais molle, hein, et complexe à mettre en place.
À ajouter à ça, donc je dirais qu'il y a donc à ce bon choix d'écriture, il y a la mise en scène de Lucas qui est meilleure ici. Il y a le plan séquence notamment au début qui introduit la guerre, là, qui est assez génial. On voit le texte défiler sur l'espace. Comme d'habitude, la caméra se déplace dans l'espace, fait un panneau vers le bas et on voit un vaisseau. Et ensuite, on suit les vaisseaux d'Anakin et d'Obi-Wan qui vont dépasser ce vaisseau, et en dessous c'est la guerre. C'est un très très beau plan, je trouve très réussi, et dans la foulée on a une séquence où la relation fraternelle entre Anakin et Obi-Wan est, je trouve, quasiment la mieux exploitée de la série. Ça marche vraiment bien de les voir taffer ensemble, Anakin qui veut pas lâcher Obi-Wan au prix de la mission, qui est plus émotionnel, mais qui en même temps, Obi-Wan aussi, on sent vraiment qu'Obi-Wan, ça fait un moment qu'il lui est redevable. Et je trouve ça, c'est une très belle séquence pour montrer à quel point leur relation s'est égalisée, mais surtout comme elle est devenue plus forte. Il y a aussi, comme autre moment où la mise en scène est vraiment bien, c'est le montage alterné entre Anakin et Padmé, quand Anakin attend grosso modo l'arrestation de Palpatine, mais il n'arrive pas à il est pourchassé par son angoisse que les Mace Windu et son équipe ils tuent Palpatine, alors que lui il a besoin de Palpatine pour apprendre à sauver Padmé. Et ça, je trouve aussi que la séquence, le montage alterné est vraiment bien entre Anakin et Padmé. Il pense à elle et on voit que ça revient de manière lancinante et qu'il n'arrive pas à résister. C'est une très belle séquence. Et puis bon, dans les choses bien mises en scène par Lucas, on a les chorégraphies de combat au sabre, notamment entre Anakin et Obi-Wan, qui sont superbes. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce que ça donne. Il y a des feintes, c'est pas forcément de la grande escrime, mais ça marche vraiment bien. J'insiste, je parle vraiment de la partie où ils se battent à l'épée, notamment quand ils sont encore dans la station. Après, quand ils commencent à se poursuivre dehors, ou qu'ils se battent à main nue, je trouve que ça marche beaucoup moins bien. C'est même assez ballot. Et si ça veut faire référence à la première à la nostalgie, c'était tout simplement une mauvaise idée, parce qu'on voit des mecs se battre super mieux au sabre dans les épisodes de la prélogie que dans ceux de la nostalgie qui sont supposés se passer après. C'est comme ça, c'est décalé. Vous voyez, quand je disais dans ma critique finale de la nostalgie qu'il fallait vraiment regarder la nostalgie avant la prélogie, c'est surtout pour ces choses-là qui choquent vraiment l'œil. Les Jedi, ils font des trucs de fou dans la prélogie, alors que ça se passe avant, et dans la nostalgie, à un moment donné, si Luke, il est aussi puissant que ça, il a un rapport à la force aussi puissant, tout simplement, il aurait dû être juste imbattable, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire dans la prélogie. Bref. Surtout si on rajoute le dessin de Clone Wars dessus, ça devient incohérent au possible. Bref. Je trouve que dans cet épisode-là, la mise en scène de Lucas est signifiante, mais elle est aussi émotionnelle. Enfin, elle était toujours signifiante, très souvent signifiante en termes de symboles chez Lucas, avec les répétitions d'images qu'on retrouve tout au long de la série, le fait d'entendre un mec dire non, enfin, tout ça, c'est des répétitions de style qui, grosso modo, unissent la série, ce que je peux comprendre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais pour moi, ça reste cosmétique si ça n'arrive pas à être émotionnel. Et là, enfin, on y arrive, et à la séquence où Anakin tue Dooku avec le plan, on a Palpatine derrière lui, et il hésite, et que clairement Palpatine devient Sidious, le siège dans lequel est assis Palpatine, comme par hasard, ressemble beaucoup au siège de l'empereur, et c'est le moment où il lui dit pour la première fois, vas-y, enfin ça c'est vraiment bien. La séquence est bien mise en place et elle est vraiment émotionnelle, on sent vraiment ce que Anakin, le doute chez Anakin, et le fait que l'empereur a déjà pris une énorme place dans sa tête avec ce plan où il est juste derrière lui comme ça. C'est vraiment bien foutu. Il y a aussi le plan où Anakin coupe la main de Dooku. C'est simple, c'est direct, mais c'est un très bon symbole. On voit déjà Christopher Lee est très bien. Et puis il y a ce très bon symbole qu'il enlève les mains au bras armé de Darth Sidious et qui va prendre sa place. Et puis il y a aussi la réponse évidemment à la perte de son bras coupé par Darth Sidious à la fin de l'attaque des clones. Et en plus, il y a une sensation de vengeance d'Anakin qui est palpable. Christensen est vraiment bon dans cette séquence. Il n'est pas très bon, mais il est bon dans cette séquence-là. C'est vraiment, encore une fois, une séquence qui fonctionne en termes de cadrage, en termes d'efficacité. Là, c'est ce que j'apprécie dans l'académisme. Ça va vite, mais comme la lecture émotionnelle est claire, on n'a pas besoin d'en rajouter et de faire des tonnes pour ressentir la douleur du comte Dooku, la satisfaction d'Anakin à avoir fait ça. Bref, c'est vraiment du beau taf. Je pourrais rajouter la scène de fin entre Yoda et Palpatine et la naissance de Darth Vader, mais je considère pas que ce soit réellement de la mise en scène de Lucas. J'en parlerai plus tard dans la conclusion, je pense, ou un peu avant. On verra après. Je rajouterai au point très très positif de cette série, mais alors vraiment pour le coup des 6 films, la musique de John Williams, magnifique, épique, puissante. C'est un torrent en ébullition, c'est un vrai bonheur. Je trouve qu'à la fin, la séquence de fin qui se passe sur Mustafar et le combat entre Anakin et Obi-Wan dans cette mer de lave, pour moi c'est surtout Williams qui a réussi à comprendre ça, qui a réussi à comprendre cette séquence et à lui donner de la puissance. C'est absolument un chef-d'œuvre cette musique, c'est incroyable, un vrai bonheur. Alors de là à dire
De là à dire que Star Wars, la revanche des Sith est sans défaut, non, malheureusement non. Il y a de vrais gros défauts bien sales. Alors, on va attaquer le monstre, hein, à un moment donné. Vous m'excusez, je bois un petit peu d'eau, mais je vais parler un moment. On va attaquer le monstre, mais le principal pour moi défaut de Star Wars 3, c'est le fameux moment qu'on attendait tous dans la série, le revirement d'Anakin, qui va donc basculer pour une bonne fois pour toutes vers le côté obscur. Alors non seulement ce revirement est trop soudain, mais il manque de clarté. Alors que je viens de vous le dire, notre ami George Lucas avait re-shooté des plans pour donner de la clarté à ça. Et bien je te le dis, George, t'y es pas arrivé. Et après 3 putains de films, excusez-moi de le dire, après 3 films, le retournement ne fonctionne toujours pas, il est toujours pas clair. Star Wars 3 fait le choix judicieux de faire de Palpatine le seul à comprendre le besoin d'Anakin, c'est-à-dire sauver Padmé parce qu'il l'aime. Ok, d'accord. Là où Yoda est sage en parlant d'acceptation, mais il est froid envers la force des émotions d'Anakin. Bon, ok, ça marche. Ça, c'est bien écrit, ça. Dans le sens où les Jedi ont raison, ils sont dans le vrai, mais par définition, ils manquent de bonté, de compréhension envers Anakin. Même Obi-Wan, d'ailleurs. Hein. C'est les défauts des églises qui sont installés sur la sagesse. La sagesse, par définition, ça manque de cœur. Elle s'adresse au groupe, elle s'adresse peu à l'individu. Hashtag sagesse de salon. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ça, je trouve que c'est plutôt bien écrit. En opposition, justement, à Palpatine et aux Sith, qui exaltent l'individualisme, mais qui, par définition, s'adresse plus à l'individu. Et donc, s'intéresse à l'individu. Qu'est-ce qu'il veut, qui il est, qu'est-ce qu'il aime. C'est bien sûr que les Sith posent ces questions-là pour manipuler la personne, mais du coup, ils s'intéressent à la personne. Ils vont faire une sorte d'impression d'empathie, et ça va les rendre capables de manipuler. Là où, justement, les Jedi, avec leur sagesse, avec leurs principes, ont un côté froid, et finalement manquent d'empathie vis-à-vis d'Anakin. Star Wars 3, en ce sens, je trouve, est vraiment excellent. L'opposition des Sith et des Jedi est parfaitement identifiée par le film. Elle alimente très bien, notamment... ça, c'est un peu un prolongement déjà de ma critique globale des 2 premières trilogies, mais je trouve que ça alimente vraiment bien la nostalgie. Pourquoi, notamment, Vador parle de détrôner l'empereur dans la saison, dans Star Wars 5, dans l'Empire contre-attaque, notamment. Pourquoi il parle de le détrôner? Ben, je trouve que là, pour le coup, on a une bonne réponse, et c'est très cohérent, puisque on peut imaginer que Anakin n'est jamais réellement à son service, et pense toujours, quelque part, pouvoir se débarrasser de lui au moment où il en aura besoin. Et ça, je trouve que c'est très bien syncrétisé, notamment dans la revanche des Sith, par la position d'Anakin, qui est vraiment entre deux feux à un moment donné, émotionnellement. Et le début de la revanche des Sith est très très bon globalement. Toute cette première partie, je trouve, fonctionne vraiment très bien. Tous les événements menant à mettre Anakin en position de contre-espionnage et de devoir être un point central de l'intrigue politique, mais du coup qui est lié à ses émotions et lui, et l'interférence grosso modo de son amour pour Padmé au milieu de tout ça, ça le met dans une position impossible. Choisir les Jedi et faire le bien, mais du coup il est convaincu qu'il va tuer Padmé comme ça, ou choisir Palpatine et sauver Padmé, mais du coup tuer les Jedi, et donc techniquement un peu son père, frère, Obi-Wan, et la lumière, par définition. Ouais, il y a un côté comme ça, hashtag tragédie grecque en force, mais c'est plutôt juste, hein, c'est l'union impossible du devoir et de l'amour. Voilà, le bien commun qui va s'opposer au bien individuel, etc., etc. Et... c'est vraiment l'élément numéro 1, ça, qui fait de la revanche des Sith le plus aimé de la prélogie, et je le comprends tout à fait, je trouve aussi que ça marche. Et que c'est franchement très bon. Mais malheureusement, faisait la chèvre, hashtag mon humour est fascinant, c'est un choix scénaristique étrange. Au moment où Anakin pourrait... on essaie de me déconcentrer, mais ça ne marchera pas. Bon, bref. J'enregistre avec du public. Applaudissez. Bref, j'arrête de dire. Et donc, ce choix scénaristique, pour moi, il est étrange. Je vais être clair. Au moment où Anakin pourrait défendre Palpatine contre les Jedi à contre-cœur pour sauver Padmé, oh purée, là je suis plus là. Padmé, puis éventuellement basculer dans le côté obscur après justification du meurtre des Padawan auprès de Padmé, vous voyez ce que je veux dire? Padmé lui dit t'as tué les Padawan, tout ça, et lui
il va lui dire mais c'est pour toi que je l'ai fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui aurait pu fonctionner. La mégalomanie, en fait, elle se cache souvent sous des actes ignobles et derrière des mensonges de sagesse. Vous voyez, c'est le truc, je devais les tuer pour te sauver, mais une fois que Palpatine m'aura appris à te sauver, je me débarrasserai de lui. Vous voyez, ça me paraissait être une suite logique. Il a vraiment basculé, mais au départ, il pensait vraiment faire quelque chose de bien. Et c'est donc un basculement qui est lié aux circonstances. Et ça fait de lui un héros tragique. Et au lieu d'avoir quelque chose d'aussi simple, alors encore une fois, moi c'est ma petite version à moi, ma petite sauce, mais vous voyez un petit peu avec les éléments que le film construit, on aurait pu avoir quelque chose de cohérent et garder le fait que c'est un mec bon à la base qui se corrompt parce que les circonstances sont contre lui et qu'il n'arrive pas à les gérer, ce qui est tout à fait compréhensible. Il faut bien comprendre que le sort de la galaxie est en jeu, et on le sent, on le voit qu'on lui fait peser un poids beaucoup trop énorme, et le conseil Jedi le sait, et Obi-Wan le sait, et il l'envoie quand même au feu, et Palpatine le sait, et le manipule en circonstances. Ça me paraissait logique. Mais au lieu de ça, on a un autre truc. Alors je vous remets rapidement dans le contexte. Anakin démasque Dark Sidious, ok. Il prévient les Jedi et Windu dit à Anakin de rester au temple, parce qu'il sent que Anakin qu'il apprécie Palpatine et que c'est un peu compliqué pour lui d'aller l'arrêter. Donc il lui dit écoute, tu nous attends au temple et si je reviens et que quand on l'aura arrêté, je te ferai confiance. Donc d'accord. Donc Anakin hésite, mais il reste au temple, mais il hésite, il a une peur légitime que Windu tue Palpatine et que donc Padmé meurt derrière. Donc il hésite, mais il finit par y aller. Il essaie de résister, mais il n'arrive pas à résister. Et là, il tombe sur Palpatine qui est à terre et Windu qui est au-dessus, donc voilà. Jusque-là, d'accord, à la limite, pourquoi pas. Mais, hashtag la chèvre de Monsieur Seguin, Palpatine tente d'électrocuter Windu, mais échoue. Il lui dit, je vais pas pouvoir résister longtemps, machin, blablabla, c'est la République, ils sont contre moi et tout. À la limite, ça encore, je veux bien y croire. Anakin dit à Windu qu'ils doivent l'emprisonner parce que Palpatine... pour juger Palpatine, parce que voilà, c'est comme ça que fonctionne la République. Et là, Windu, qui vient de se bouffer un choc électrique, a répondu, il lui dit, écoute, il refuse en lui disant, mais non, on peut pas, il faut qu'on le tue, parce que c'est le Sénat. Alors, parce qu'il est le Sénat, parce qu'il manipule toute la politique et tout. Bon, ok, imaginons que Windu puisse le penser. Alors déjà, pour moi, ça, c'est un premier problème, parce que Windu, durant toute la série, il est limite de marbre dans n'importe quelle situation. Il est calmissime, c'est Samuel L. Jackson sans émotion. Encore une fois, hashtag quelle idée ce casting, mais bon, peu importe. Il est classe dans le rôle, hein, mais Samuel L. Jackson, c'est bad motherfucker, je veux dire, c'est un mec qui a de la couleur dans son jeu. Donc bref, bon, imaginons. Admettons, moi je le trouve classe en plus, donc j'exagère. Mais bon, Windu, depuis le début de la série, Mace Windu, depuis le début de la prélogie, il est calmissime. Là, je trouve qu'il s'emporte très vite, hein, parce que jusque-là, on le voit se battre et tout, machin, il est toujours maîtrisé, machin, tout. Et là, du coup, il s'énerve d'un seul coup. Faudrait m'expliquer pourquoi et pour quelle urgence. Surtout devant un adversaire qu'il a mis KO, il le maîtrise, là, hein, c'est bon, il est grillé, le mec. Littéralement, d'ailleurs, il s'est grillé lui-même. Alors, imaginons. Pour moi, ça déjà, c'est un souci, c'est déjà un petit souci, mais bon. Imaginons que Windu, il ait un peu de peur, qu'il soit stressé, qu'il ait des troubles gastriques, j'en sais rien, hashtag Imodium, hashtag pub gratuite, hashtag très mauvais commercial, mais imaginons, laissons passer le truc. Windu va pour achever Palpatine, donc, en lui mettant un coup d'épée, et là, Anakin lui tranche le bras. Pourquoi pas, encore une fois. Mais là, ça dérape complètement. Il y a Palpatine qui électrocute Windu. À la limite, tu te dis, bon... Ils auraient pu la jouer du genre Palpatine dit voilà, je suis obligé de l'arrêter, et puis t'as Anakin qui lui dit non, ne le tuez pas, machin, mais il le fait, bon, c'est trop tard, il meurt. Bon, alors déjà, je vais parler de la mise en scène après, mais bon, il électrocute Windu, mais surtout en criant aucune limite à mon pouvoir. C'est-à-dire que Anakin devant lui, il voit le mec le tuer, pas en disant tiens, t'as essayé de me tuer, espèce de connard, ce qui serait compréhensible, en disant c'est de la légitime défense, Anakin, tu comprends, j'ai eu raison, les Jedi sont des rebelles. Non, il lui crie aucune limite à mon pouvoir, donc il lui dit clairement je suis le méchant ultime de tout, je suis un espèce d'enfoiré, je veux le pouvoir. Je comprends pas comment Anakin, en voyant ça, il peut ensuite dire ah bah oui, ça va être mon maître lui. Non, il devrait résister à cette question. Pour moi, c'est une grosse erreur d'écriture, parce que Palpatine était très subtil jusque-là, et d'un seul coup, il dérape complètement pour dire clairement, pour se montrer devant Anakin en maître du mal, et le truc qui fait que ça foire encore plus, c'est qu'Anakin, ensuite, le suit. Après ça, il le suit. Enfin, je veux dire, il est choqué, il est là, qu'est-ce que j'ai fait, machin, et là, il lui dit, vas-y, tu vas être mon élève, et il lui dit, ok, je suis ton élève. C'est bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, c'est même étonnant. Il a vu clairement qu'il était evil, le mec. Donc, en fait...
il aurait dû ne pas vouloir le suivre en se disant j'ai besoin de votre enseignement, mais vous êtes trop démoniaque, j'ai besoin de votre enseignement pour sauver Padmé. Donc lui, à la limite, j'aurais pu entendre que le Dark Sidious lui dise ouais, écoute, mets-toi à mon service, le seul moyen de sauver Padmé, c'est de te mettre à mon service et de rendre le côté obscur plus puissant, et là on arrivera à sauver Padmé. Vous voyez qu'il ait une raison concrète de se dire j'ai pas le choix, mais je veux pas, il est hors de question que Padmé meure. Tant pis, en plus, Windu, il a fait quelque chose de bizarre, j'ai pas aimé ça. Mais ça aurait marché, ça, si par exemple, déjà, il y avait ce choix de mise en scène très rigolo, ou alors, on apprend plein de choses tous les jours, vous savez, sur la science et la physique, ainsi de suite, même au cinéma. Hein. Donc on a notre ami, comment il s'appelle, Dark Sidious, je reviens quelques secondes en avant, qui est en train d'électrocuter Mace Windu. Alors il l'électrocute, d'accord. Mais ensuite, je sais pas pourquoi, ce coup d'électricité, là, ça propulse Mace Windu dans le vide, en faisant « Ah !» en mode comme ça. Mais dans la mise en scène, il se prend le coup de jus et puis tu le vois aller au fond comme ça. À la limite, ils auraient dû mettre, vous savez, le petit sifflement qu'on a quand il y a Vil Coyote qui tombe dans un ravin, ça fait... Parce que franchement, ça ressemble à ça. C'est de la mise en scène Bip Bip et le Coyote. Donc déjà, ça, cette mise en scène-là, je me souviens la première fois que je l'ai vu au cinéma, mais j'étais là en train de me dire, non mais attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? C'était ridicule. Mais vraiment, j'étais limite, j'ai pas rigolé, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi ridicule d'un seul coup? Et derrière, on a ce revirement absurde. Donc déjà, la mise en scène est bien foirée à ce moment-là. Et après, on a Anakin qui nous fait un remords d'une minute, et puis qui ensuite dit, oui, ok, c'est bon, je suis fatigué, tu vas être mon maître, même si je viens de voir Clément que t'es un connard. Et il est prêt, dans la foulée, à aller tuer les jeunes Padawan. Je veux dire, qu'il connaît en plus, visiblement. Enfin, ça ne tient pas la route 2 minutes. Il était en pleine hésitation, en plein torrent émotionnel juste avant. Donc c'est un mec qui, visiblement, a un vrai dilemme. C'est pas juste... Il était méchant, puis il fallait le pousser un peu. C'est pas ce qu'on a montré, et c'est pas comme ça que le film s'est construit. Alors pourquoi il y a une accélération là, après 2 films, alors que le nœud de la tragédie était tout tracé? Quand je dis que le nœud de la tragédie était tout tracé, je vais m'expliquer. Anakin veut apprendre comment sauver Padmé. Mais il peut pas suivre Palpatine. Et Palpatine, il peut lui dire, par exemple, option numéro 1, seuls les Sith peuvent vaincre la mort, et tu deviendras un Sith assez puissant en tuant des Jedi, surtout les plus jeunes. Voilà. Et là, il fait le choix. Il dit, ok, je veux absolument sauver Padmé, il le faut. Et il va tuer des gamins Jedi. Vous voyez, ça tient. C'est deux répliques, c'est réglé, et on va à la suite. Option numéro 2, il peut aussi lui mentir, ou lui dire, je suis le seul Sith, moi, Sidious, assez puissant et sage pour ressusciter Padmé. Mais pour ça, côté obscur doit dominer force. Vous voyez le délire, c'est tout. Tous les Jedi doivent être éliminés, comme ça le côté obscur est assez puissant, et je pourrai ressusciter ta copine. Et voilà. Je comprends vraiment pas pourquoi le film n'a pas eu cette simplicité-là à un moment donné. Anakin, du coup, aurait cédé à contre-cœur, vous voyez, oui. Il lui dit oui, et puis là, il lui dit oui, désormais je suis ton maître. Il lui dit oui, maître, allez-y, Darth Vader, soyez sans pitié. Enfin, je ne comprends pas vraiment pourquoi le film a eu si peu de soin avec un moment aussi important. Et puis, on aurait pu voir aussi Anakin ensuite, encore quelque part, hésiter un peu à tuer les Padawan, mais penser à Padmé et y aller quand même. On aurait pu vraiment avoir une gradation dans ses émotions. Et encore, on continue. À la fin du film, Padmé découvre grâce à Obi-Wan ce que Anakin a fait pour elle, et que Anakin a basculé en lui disant ce qu'il dit dans le film. Hein. Dès que je n'aurai plus besoin de Palpatine, je m'en débarrasserai, et on réunira tous les deux. Hashtag insérer le dialogue déjà présent dans le film. Enfin, je veux dire, c'est déjà là. Ok, alors on va tout de suite faire une parenthèse pour tous les gens qui vont me tomber dessus, et vous êtes des millions à m'écouter, alors franchement, je vais calmer le truc, on va éviter un shitstorm sur les réseaux sociaux, mais moi, je suis un réalisateur Playmobil dans un évier, j'ai jamais réalisé une fiction, même petite, donc je ferme ma gueule. On est bien d'accord, je suis pas en train de dire à George Lucas ce qu'il aurait dû faire. Enfin, si, un petit peu, mais dans l'idée, je juge sur le produit fini parce que je trouve qu'il y a vraiment eu là, on est passé très près de quelque chose de très très bon. Mais en attendant, je pense que j'ai raison en disant que le film là accélère et bâcle le basculement d'Anakin qui était le point central de toute cette prélogie, l'intérêt de toute cette prélogie principale en fait. Le point de vue du film en fait, je vais être clair, est ambivalent. Anakin est déjà mauvais à la base, il est orgueilleux, etc. Mais ça, c'est le point de vue, clairement, qui est défendu dans le premier et le deuxième, finalement. Mais dans La Revanche des Sith, il fait preuve de beaucoup de nuances. Il admet qu'il a de l'orgueil devant Obi-Wan, il demande conseil à Yoda directement concernant l'histoire avec Padmé, il a des doutes sur Palpatine et il le dénonce aux Jedi. Tout ça, c'est des actes bons et justes, c'est nuancé. Mais quand Windu
Alors, pour info, en parenthèse, si vous avez pas vu la série, je spoil, mais quand même, ils s'aiment pas du tout, hein, Windu et Anakin, mais alors pas du tout. Mais alors, quand Windu meurt devant lui, alors là, basculement total et irrécupérable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en termes de symbole? Même en termes de symbole, c'est pas cohérent. Le fil émotionnel du film, qui jusque-là était vraiment très bon, hein, j'insiste, hein, il déraille. Anakin est trop sage pour basculer aussi radicalement, aussi vite. Et les scènes où Anakin doute avec Padmé de lui-même, du Jedi qu'il croyait être, et des Jedi, et ainsi de suite, sont pas suffisantes. Notamment parce que Palpatine apparaît trop fortement démoniaque devant lui, juste avant sa conversion. Il ne peut pas faire confiance à ce mec, il peut plus faire confiance à ce mec. C'est terminé. Il devrait même douter que quand le mec lui a dit tu vas pouvoir la ressusciter, t'inquiète pas que c'est des conneries. Le mec est là en train de dire aucune limite à mon pouvoir. Enfin, je veux dire, c'est foutu un mec. Vous croisez un mec dans la rue, il vous dit ça. Vous lui faites confiance a priori. Bon, vous allez me dire c'est une situation qui est peu probable. Surtout si c'est un mec qui balance des éclairs avec ses doigts. Mais imaginons. Non, j'arrête de délire. Mais en fait, Anakin aurait dû réaliser que Palpatine était un monstre après être allé trop loin, c'est ça l'idée. Pour continuer dans l'écriture de tragédie que le film avait. En l'état, Anakin, il a presque l'air bête. J'ai tué Windu, alors autant tuer tous les Padawans. Hashtag, comme dirait j'aime beaucoup ce mème du film là, de Anchorman, that escalate quickly, comme on dit, quoi. Ça, c'est allé un petit peu vite là quand même, hein. Bref. Et évidemment, il y a d'autres problèmes aussi dans La Revanche des Sith, mais ce problème plombe le film, il plombe la prélogie et la saga très fortement. En l'état, le film dit qu'Anakin avait trop de mauvais en lui, et c'est pour ça. Alors je dis pas, tu peux faire des films pour raconter ça, la preuve. Mais hashtag, c'est un petit peu faible quand même, un petit peu, après 6 films, putain de merde, avec autant de budget et de moyens et tout. Et La Revanche des Sith avait largement de quoi éviter ça en plus. Après, tu rajoutes à ça les défauts de mise en scène, parce que, de facto, après le basculement d'Anakin, la mort, comme je disais, Bip et le coyote de Mace Windu, non seulement elle est anticlimactique, mais la mise en scène de Lucas, fonctionnelle, est vraiment fait preuve ici de toutes ses limites. C'est le fonctionnel qui devient ridicule. Oui, depuis quand les éclairs t'éjectent façon Bip et le coyote? C'est juste que j'ai plus besoin de Mace Windu dans le cadre, hein, donc je le fais tomber. Voilà, il est mort, c'est la chute, ça symbolise la chute des Jedi. Bah écoute, c'est très mal symbolisé, parce que s'il tombe comme ça, on dirait des personnages de cartoon. Et puis tu rajoutes à ça le combat entre Anakin et Obi-Wan à la fin, qui est à rallonge. Je vais vous mettre dans le lien la vidéo d'un gars qui s'appelle Reg le Gorilla, qui critique ça très très bien, en expliquant en quoi c'était une vraie erreur de transformer cette baston en plusieurs allers-retours, et de croiser ce combat-là entre le combat avec Palpatine et Yoda, qui lui aussi du coup devient à rallonge. Et ça aussi, c'est des vrais défauts de mise en scène. D'un côté, il veut être généreux et dire, bah voilà, c'est la fin, donc on va y aller en combat en laser, on va se lasser, et puis je ferai plus jamais de film Star Wars, probablement, blablabla. De l'autre, il faut servir l'histoire. Et là, en l'occurrence, j'aurais préféré qu'il soit presque plus académique. C'est dingue, hein. Pour une fois qu'il fait des choses un peu plus baroques, avec mise en scène, les deux mecs qui se combattent dans un torrent de lave et tout, c'est très joli, ça donne de très belles images, et ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne que par rares moments. Et concernant la mise en scène, franchement sympa de la fin du film notamment, la mise en scène du combat de Yoda avec Dark Sidious, eh bien figurez-vous qu'elle a été quasiment réalisée, si j'ai bien compris, par Steven Spielberg. Et la séquence de la naissance de Dark Vador, eh ben elle a été quasiment mise en scène par un autre ami de George Lucas, qui n'est autre que Francis Ford Coppola. Bon, j'en parlerai un peu plus après, mais grosso modo, même les moments de fin qui sont sympas, comme le combat entre Yoda et Sidious, comme je disais, sont malheureusement artificiellement coupés avec le combat d'Anakin et Obi-Wan. C'est une idée intéressante, hein, de croiser la fin de la République avec la fin d'un amour fraternel comme ça. Moi, je trouve qu'en termes de symbole, ça pourrait marcher. Mais il y a un manque de profondeur du côté du combat entre Yoda et Sidious. Ils ont un background en plus, hein. Le comte Dooku était visiblement l'élève de Yoda, qui est passé et devenu l'élève de Dark Sidious, donc c'est intéressant, ça aurait pu être exploité dans le film, mais c'est pas exploité du tout. Ils se retrouvent, ils se battent, parce que l'un est le chef grosso modo des Jedi, et l'autre le chef des Sith, et point barre, et ils se battent, et c'est le moment. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment du bif entre eux. Ça aurait dû être, à la limite, Dark Sidious, il aurait dû essayer de taunter Yoda en lui disant, alors tu perds encore des élèves, machin, parce que c'était le cas. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait un gros potentiel de miroir entre le combat à faire entre ce combat-là et le combat entre Anakin et Obi-Wan. Il y avait vraiment une possibilité là de révéler les limites des Jedi plus fortement. Pourquoi Dooku a choisi grosso modo Palpatine? Moi je serais curieux de ça.
Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Et puis en plus, rajouter à ça que les coupes dans l'action, le combat Sidious-Yoda, il a plus d'ampleur, parce qu'ils sont tout simplement plus puissants, là où le combat entre Anakin et Obi-Wan est forcément plus limité en face, parce qu'ils sont moins puissants avec la Force. Il y a des belles choses, mais ça traîne trop en longueur, il n'y a pas la matière pour proposer quelque chose d'aussi spectaculaire qu'en face. Du coup, ça aurait dû probablement être l'un après l'autre, il me semble. Enfin, c'est une sensation. En l'état, je trouve que le croisement est pas très judicieux. Même si je comprends l'idée en termes de symbole, en termes d'émotion, ça aurait dû, à mon avis, aller plus loin. Et la mise en scène, comme je disais, de la naissance de Vador, par Coppola, qui croisait la naissance d'un nouvel espoir, donc la naissance de Luke et Leia, avec la mort d'Anakin et donc la naissance de Vador, bah c'est une excellente scène. C'est vraiment une scène que j'aime beaucoup, moi perso, je trouve qu'elle est globalement très réussie, avec l'opération douloureuse d'un côté où on voit Anakin qui crie de douleur et tout ça, et de l'autre côté on voit Padmé qui accouche et qui crie de douleur aussi. Et puis il y a ce plan que je trouve assez magnifique, on a la descente du masque vers le visage de Anakin avec les deux parties des yeux qui s'ouvrent comme ça en laissant apparaître la lumière au travers. Et puis bien sûr le masque arrive sur le visage d'Anakin, il est vissé et on entend enfin la première respiration de Dark Vador sans aucune musique. Super, brillant, merci Monsieur Coppola, c'est du vrai beau travail. Malheureusement c'est un peu gâché par le fameux plan qui fait rire beaucoup de monde où on voit Dark Vador descendre de sa fameuse table d'opération, demander à Darth Sidious où est Padmé. Darth Sidious qui lui dit elle est morte et lui il fait non, c'est complètement. Ils ont repris le doubleur original de Dark Vador dans la version originale, James Earl Jones, qui te fait donc un nom qui est donc le nom qu'on entend à chaque fois dans toute la série, non, à chaque fois Obi-Wan qui crie non quand il voit Qui-Gon Jinn se faire tuer, Luke qui crie non en voyant Obi-Wan se faire tuer, blablabla, Luke qui crie non à Dark Vador quand Dark Vador lui dit qu'il est son père, blablabla, et ben là c'est raté, c'est complètement raté parce que faire crier non à James Earl Jones c'était juste une très mauvaise idée. Donc c'est drôle, c'est goofy, et je me souviens quand je l'avais vu au cinéma la première fois, j'étais un peu en mode je viens de voir une super séquence qui finit comme un dessin animé. Et le plus drôle, c'est que la séquence se finit avec un fader qui encercle. Donc ça fait, pour moi, ça fait genre dessin animé inversé, vous voyez, genre Merry Melodies, Tiny Toons et tout le bordel. Bref. En conclusion de ce film, du troisième film de la prélogie, eh ben, je vais vous surprendre, mais j'aime bien la revanche des Sith, j'aime bien. C'est une tragédie grecque, et cette tragédie grecque compense, toute la partie tragédie grecque réussie compense assez, je mets de gros guillemets, les gros défauts du film pour en faire probablement le meilleur film de la prélogie. C'est le film le plus dense émotionnellement de la saga en plus. Sans aucun doute. Les hésitations d'Anakin sont denses et profondes entre le Jedi et les Sith, entre le bien et le mal, entre la sagesse ennuyeuse et la force excitante, entre le calme protecteur et la passion dangereuse. C'est vraiment... Je trouve que c'est très lisible. Et je suis obligé de le dire encore une fois, Hayden Christensen, il fait le pâté. Il est bon dans ce film. C'est vraiment pas de sa faute si à un moment donné, Lucas a merdé son écriture et sa mise en scène. Il a fait du bon taf. Malheureusement, le film rush sa fin et s'effondre de manière assez incompréhensible. Le revirement d'Anakin, je vais pas redévelopper, je viens d'en parler pendant 20 minutes, est trop soudain. Après 3 films, c'est juste pas... Je ne comprends pas. Franchement, il faudra qu'on m'explique à un moment donné ce qui s'est passé à l'écriture. Si un jour, si vous connaissez un petit peu des gossips et tout ça sur la série, comment l'écriture de cette série-là s'est passée, je serais très curieux de savoir, franchement. Et en plus, à ajouter à ça, au revirement raté, l'autre défaut pour moi, c'est vraiment la mise en scène spectaculaire qui est bien trop souvent maladroite. Encore une fois, le duel à rallonge entre Obi-Wan et Anakin qui finit presque par enlever de l'émotion à la séquence. La mort façon bip bip de Windu, les alternances finales entre les duels symboliques mais qui sont pas du tout émotionnelles, voilà, qui font vraiment pas du bien à la partie conclusive du film. Je dirais que grosso modo, on a quasiment la grosse moitié du film qui est vraiment très bien. Et à partir du moment du revirement, on a de belles idées. Hein. Là, encore une fois, j'en ai pas parlé dans ma critique, mais le fameux moment où l'ordre 66 est envoyé par Palpatine et qu'on a cette superbe musique de John Williams, très triste et très enlevée, où on voit chaque Jedi se faire tuer et tout ça. C'est plutôt une belle idée. Alors, encore une fois, je suis obligé de le dire, mais George Lucas, quand il fait de la mise en scène fonctionnelle, c'est quand même hardcore. Je vous renvoie à une Jedi qui se fait buter et qui tombe
Là, franchement, à la limite, je devrais faire un mème sur cette actrice-là et sur cette cascade, parce que cette cascade mériterait un Oscar à elle toute seule. Bref, donc il y a constamment des petits moments comme ça, quelques secondes qui sont ridicules. C'est quand même fou, quoi. C'est ça, c'est la mise en scène fonctionnelle. À un moment donné, tu vois plus ce que tu fais, tu te dis ça illustre bien, mais en fait, tu ferais mieux de pas le mettre, hein, tellement c'est ridicule. Bref. Mais tout ça pour dire, il y a toujours une pointe de ridicule dans le spectaculaire, et même dans l'émotionnel, il a du mal à faire tenir le film. En gros, heureusement, il y a quelques moments qui sont très bons, mais quand même. Heureusement, les décors sont encore une fois, et les décors, les costumes sont encore une fois exceptionnels. C'est vraiment extraordinaire comme l'univers de Star Wars a été servi par ces décors. Je reviendrai là-dessus après dans ma critique, dans ma conclusion globale de la saga. Et bien sûr, la musique de John Williams qui donne complètement corps à la prélogie, mais aussi à cette revanche des Sith. Je me suis rendu compte, ça c'est un truc qui m'a flingué, que je me souvenais du thème du duel final, alors que j'ai vu le film, honnêtement, 2, 3, allez, 4 fois dans ma vie, quoi, à tout péter, quoi. Ça, c'est vraiment John Williams, hashtag génie. Je ne sais pas comment ce mec fait ça pour qu'on se souvienne de thèmes aussi forts, alors que, voilà, le film a plein de défauts, la prélogie a plein de défauts, et cette musique-là, je m'en souviens, je la trouve magnifique, enfin, voilà, très très fort, ce mec. Petit point final quand même sur Hayden Christensen dans ce film. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, que beaucoup de gens lui font porter le chapeau de l'échec de la prélogie. Et ben, je suis désolé, je vais être contre vous parce que je trouve qu'il est bon. Par moments, je trouve même très bon. Il est bien dark à la fin. J'apprécie beaucoup quand il devient vraiment, Dark Vador, quoi, tout simplement. Je trouve que quand il a toute la première partie du film, la grande première partie, où cette bataille interne qu'il y a en lui, je trouve qu'il est très bon. Quand il doute, et j'aime beaucoup aussi le passage où il commence à faire preuve de malice, clairement, de Padmé, en lui disant, mais de toute façon, je me débarrasserai de l'empereur quand je voudrais, on fera un empire à notre image et tout. Je trouve que là, il est très crédible et horrible à la fois. Franchement, je trouve qu'il est bon. Par contre, les dialogues sont pas mal dans ce troisième opus, mais la conclusion du personnage est plutôt ratée, parce que le point de vue de Lucas sur son personnage est faible. Le point de vue de Lucas, c'est Vador est dans Star Wars La Revanche des Sith, Star Wars 3, un prétentieux qui veut se faire croire qu'il est bon et plus fort que tout le monde. Voilà. Alors qu'à mon avis, toute une partie de la construction du film fonctionne surtout quand Anakin est réellement tiraillé par son devoir, par ce rapport impossible entre son devoir et son amour. Voilà. Mais en rushant la fin comme ça, il a cassé beaucoup le travail fait par les films précédents, mais surtout par ce film-là, et il a rendu un petit peu son mec. Voilà, Vador, au final, c'était un jeune prétentieux qui pensait être plus fort que tout le monde. En fait, l'écriture de Vador foire, tout simplement. Quand Lucas choisit de garder dans l'ADN du personnage une part de malice adolescente peu crédible et caricaturale, grosso modo, le mal était en lui dès le départ, et c'est naïf et c'est décevant. Et je vais continuer ça dans ma conclusion de la prélogie, hein, et de deux trilogies, en fait. Je vais finir simplement sur La Revanche des Sith en disant que c'est un film sympa, spectaculaire, et par de trop rares moments, c'est un film touchant. C'est un film qui se regarde sans déplaisir, mais avec frustration, je trouve forcément, parce que, après tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez, hein, quel film on aurait pu avoir, quel film ça aurait pu être La Revanche des Sith, ça aurait pu être incroyable. Après 6 films, ça aurait pu être exceptionnel. En l'état, on sent, on a 3/4 d'un film vraiment classe, et une dernière partie qui foire beaucoup les choses. Vu qu'on est à la fin du troisième épisode de la prélogie, on va faire une conclusion un peu globale de la prélogie et puis des deux trilogies ensemble, de première trilogie. Globalement, perso, je trouve la prélogie assez décevante. Surtout parce que les choix d'écriture de Lucas qui sont compréhensibles, mais vraiment discutables. Anakin avait le mal en lui dès l'enfance, et Palpatine a juste encouragé la mauvaise graine, là où Obi-Wan a voulu planter une graine du bien. Pour moi, ça contredit ce qui se passe dans la nostalgie, notamment le fameux, ce que Luke dit à tout le monde en disant « il y a du bon en vous, il y a du bon en vous ». Bon, pas vraiment. La prélogie donne plutôt cette sensation que Anakin, grosso modo, je sais, il y a beaucoup de gens qui font des choux gras sur la menace fantôme en disant, quand il demande à Qui-Gon « vous venez libérer les esclaves », qu'il est déçu dès son enfance par l'attitude du Jedi qui lui dit « non, je viens pas faire ça, blablabla », et que les Jedi le fassent jamais. Mais je trouve que ça manque réellement de poids dans toute la série pour pouvoir corroborer ça. Par contre, dans l'attaque des clones et dans la revanche des Sith, il fait essentiellement des actes qui sont liés à lui-même. Il est bon systématiquement par intérêt.
Et c'est vraiment dommage et caricatural, parce que la fin enfonce le clou là-dessus, alors que ça aurait été beaucoup plus beau qu'il soit réellement bon et qu'il ait un revirement. Et le revirement d'Anakin dans Star Wars 3 est trop soudain. Après 3 films, ça c'est vraiment la preuve d'un gros échec de la prélogie. Anakin était plus un héros tragique. Là c'est juste un enfant que l'on mésinterprète comme bon, alors qu'en fait il est mauvais. Et le revirement devant le fils torturé qu'on voit finalement dans le Retour du Jedi est encore quelque part, à cause de cette prélogie, un geste égoïste techniquement. Et oui, quand Vador tue l'empereur, en fait il veut juste sauver son fils. Parce qu'entre-temps, il a tué des enfants à tour de bras, mais bon là il sauve son fils. Donc il est gentil. Hashtag Benzaï, hashtag Vikingdom. Ouais, je vous conseille de voir cette vidéo si vous l'avez jamais vue. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc voilà, Et oui, le plus triste, c'est que ce choix d'écriture amoindrit toute la saga. Elle aurait été tellement plus intéressante si Anakin était en fait un esclave resté bon malgré les tortures et les violences qu'il a subies, que lui et sa mère ont subi, qu'il soit corrompu par la colère justement de la perte de sa mère, tuée dans sa condition de vie d'esclave, et qui soit ensuite corrompu par la faiblesse noble, encore une fois, de l'amour, mais qui soit après allé trop loin, dû à l'accumulation des choses, et qui soit puni pour ça. C'était pas si compliqué au final de suivre cette ligne-là. Perso, je vois un peu un gâchis, hein, mais en même temps, le choix de Lucas, Vador est un monstre qui juste avant de mourir fait le bon choix grâce à son fils. C'est joli aussi, c'est moins profond à mon sens, mais c'est joli. Après, si je dois élargir un peu, je comprends, hein, à la limite je peux comprendre qu'on aime ce point de vue de Lucas et qu'on puisse aimer la prélogie, mais moi, il y avait un tel potentiel de héros tragiques là-dedans que je trouve que le film passe à côté pour pas grand-chose et c'est vraiment dommage. Il se scratch sur la ligne d'arrivée, j'ai presque envie de dire. Après, le gros point faible de la prélogie, pour moi, ça reste Lucas. Sa mise en scène est beaucoup trop souvent illustrative et parfois, malheureusement, ridicule. Les dialogues sont trop informatifs. Il y a des séquences entières d'informations pures. Alors ça donne un côté voyage et ça permet de voyager dans l'univers. Et comme les costumes et les décors sont incroyables, c'est sympa, mais franchement, ça alourdit beaucoup les films. Notamment, par exemple, La Menace Fantôme, c'est un cas d'école. Et je vous parle pas notamment et certains dialogues sont carrément naïfs, on dirait carrément des dialogues de débutants. Anakin et Padmé, hein, voilà, le revirement d'Anakin qui est très faible. Anakin qui est enfant. Est-ce que vous êtes un ange? Vous voyez, bon bref, il y a une pelotée de dialogues qui sont waouh, mon vieux, il s'agissait de te faire aider là. Il a essayé d'ailleurs, hein, je l'ai dit dans l'attaque des clones, bon bah ça a pas marché. Visiblement il n'y avait pas moyen. Et je trouve aussi que dans toute la série, dans la prélogie surtout, le montage n'a jamais trouvé la tension adéquate entre action et narration. Vraiment, c'est le truc qui me choque dans la prélogie. On est constamment entre des moments un peu tendus, des moments spectaculaires froids, quelques moments spectaculaires et émotionnels, et globalement, essentiellement de l'information. Et ce, malgré d'énormes moyens et des vrais moments spectaculaires. C'est vraiment surprenant, hein, c'est un cas d'école très particulier, la mise en scène de Lucas, transformant vraiment en glaçons certains moments qui devaient être par définition émotionnels et nous transmettre quelque chose d'autre qu'une information. Je dirais que la seule vraie réussite pour moi de la prélogie, parce qu'il y en a aussi, hein, faut pas non plus exagérer, c'est l'intrigue politique, globalement réussie. Moi ça me plaît assez. Le récit de la chute d'une démocratie dans le fascisme, bah, c'est assez cool. Et c'est la grande réussite, les manipulations de Palpatine, comment il arrive tout doucement à faire monter une armée dans la République, comment il arrive à devenir chancelier, enfin ça se passe inversement, mais dans La Menace Fantôme il devient chancelier, dans l'attaque des clones il arrive à créer une armée, il obtient les pleins pouvoirs, et dans le troisième il a enfin toutes les cartes en main pour devenir l'empereur et tout ça, et ne plus jamais rendre ce pouvoir, hashtag César. Mais d'où ça pour dire... Ça, franchement, je trouve que ça marche plutôt bien globalement, et ça s'est réussi, même si je trouve les Jedi, pour une église qui est liée clairement au pouvoir politique, très attentiste. Je parlais encore dernièrement avec ma compagne, ne serait-ce que de l'église catholique, je peux vous dire qu'au Vatican, c'est pas juste des prêtres, hein, et qui sont là en train de dire « Oh, les choses se passent mal, c'est dommage ». Non, ils ont une police politique, ils ont plein de gens qui manipulent à gauche à droite dans le monde, ils ont fait des saloperies pour rester une église puissante. Donc je ne vois pas les Jedi rester aussi neutres et subir autant les choses en ayant un rapport aussi direct avec le pouvoir galactique. Je ferme la parenthèse. Je dirais, malheureusement, cette intrigue politique qui est très réussie, c'est pas ce que les fans attendaient. Les fans, ils attendaient la naissance d'un monstre culte de cinéma. C'est ça qu'ils attendaient. Et l'équilibre
est jamais vraiment trouvé au travers des 3 films. On passe beaucoup trop de temps sur les choses politiques, même alors que le film est relativement efficace et plutôt bien écrit là-dessus, pour écrire des choses goofy sur ce fameux monstre. Encore une fois, l'amour entre Anakin et Padmé, qui est un cas d'école de ratage assez incroyable, notamment dans les dialogues. Et quand il a des passages, et il foire aussi son revirement à la fin, le moment culte que tout le monde attendait, quand il devient Dark Vador, c'est foiré. Et bah ça fait quand même très très mal. Sans compter qu'en plus l'intro, le premier film avec le gosse Jake Lloyd qui joue Dark Vador, la manière dont il joue est pas bon, donc c'est un mauvais casting, mais en plus les dialogues sont pas bons, mais en plus la mise en scène, enfin, ouais, ça commence à faire beaucoup pour cette trilogie, et je pense que la plupart des gens qui regardent les films s'intéressaient d'abord et avant tout à l'histoire d'Anakin, et elle n'est pas réussie, c'est juste une réalité. Il y a trop d'échecs et trop de choses approximatives pour que ça fonctionne, sans compter les ratages violents et clairement présents à l'écran. Pour moi, le grand succès de la saga, ce qui fonctionne vraiment dans le 4, 5, 6 et 1, 2, 3, tout du long, c'est les décors et les costumes. C'est juste exceptionnel de bout en bout. Malgré le design des créatures, d'ailleurs, le choix de design de Lucas, qui fait vraiment Made in Jouet Club, c'est un petit exploit d'avoir réussi à donner de la cohérence à cet univers avec des créatures aussi inégales et par moments vraiment enfantines dans le mauvais sens du terme. Je vous renvoie à ma critique sur la menace fantôme. C'est rare, je le fais jamais, mais là je vais faire un hommage franchement à toute l'équipe artistique et aux gens qui ont fait les décors et les costumes dans toute la série. Ils ont construit un univers, malgré des films bancals. Hashtag c'est les king of the game, hein. Franchement, hashtag qu'est-ce qu'il y a, eux, franchement tu peux les attaquer sur leur taf, c'est des tueurs, c'est des assassins quoi. Alors dans Star Wars 4, la direction artistique était tenue par Leslie Dailey et Norman Reynolds, avec au décor John Barry et John Mollo. Je connais pas et au costume John Mollo. Je vais pas forcément parler de leur filmographie parce que je les connais pas, mais j'ai envie de citer leur nom parce que je trouve qu'ils ont fait un truc de fou. Dans l'Empire contre-attaque, c'était de nouveau à la direction artistique Leslie Dailey, Harry Lange et Alan Tompkins, au décor Norman Reynolds et au costume toujours John Mollo. Et dans Le Retour du Jedi, la direction artistique était à Fred Hall et James Shope. Le décor Norman Reynolds, toujours, et les costumes à Aggie Gerard Rogers et Nilo Rodis Jamero. C'est dingue, il y a quand même des gens très différents. John Mollo a fait les costumes dans le 4 et le 5, dans le 6, c'est d'autres, et c'est toujours aussi classe et aussi bien tenu. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui sont restées, d'autres qui sont parties, et la série reste très cohérente. Et dans la prélogie, la direction artistique a été à Phil Harvey, Fred Hall, John King, Rob McLean et Peter Russell, notamment dans La Menace Fantôme. Dans l'attaque des clones, la direction artistique était à Ian Gracie, Phil Harvey, Fred Hall, Jonathan Lee, Michelle McGahey et Peter Russell. Et dans La Revanche des Sith, la direction artistique a été encore une fois à Ian Gracie, Phil Harvey, Fred Hall, Jonathan Lee, Michelle McGahey et Peter Russell. Et au décor sur toute la prélogie, on a eu Gavin Bocquet et Trisha Bigard. Et eux deux, alors là, c'est juste violent. Quand on voit les costumes de la série, et qu'on sait qu'ils ont tous été conçus et réalisés par Trisha Bigard, c'est un truc de fou. Bien sûr, avec son équipe. Je voulais juste donner leur nom, on les cite pas assez, et franchement, là, maintenant que j'ai bien vu les deux trilogies, que j'ai pris le temps de faire ces analyses pour vous, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que Star Wars a cet univers cohérent, puissant, auquel on croit tout de suite. Bien sûr que Lucas a eu cette idée géniale dans Star Wars 1 d'inventer, dans Un Nouvel Espoir, d'inventer ce futur usé, de dire on va pas seulement mettre des vaisseaux, on va les user comme si que ça faisait des années qu'ils étaient là. C'est un choix artistique d'une intelligence rare et qui a donné énormément de cachet à la série. Mais ensuite, il y a eu toute cette équipe artistique qui a investi littéralement cet univers avec une inventivité et une qualité de travail qui est juste dingue. Franchement, chapeau bas à eux, et j'aurai rarement l'occasion de le dire, alors je leur ai dit, chapeau bas, ils m'ont scié, et quand on voit les 6 films, c'est incroyable comme ça reste dense et cohérent grâce à eux. Je finirai la critique des deux premières trilogies là-dessus, sur ce détail-là. Il y a des tas de choses à dire sur Star Wars. Encore une fois, je suis pas fan, donc j'ai pas étendu ma critique à l'univers étendu. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube là-dessus, je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse, sur notamment les incohérences entre l'univers canon et l'univers étendu, entre les bouquins qui ont fait de bien meilleures choses avec la même histoire, les BD qui ont fait de bien meilleures choses avec la même histoire, ainsi de suite, et éventuellement, même si j'avais entendu parler des différentes versions de l'histoire que Lucas avait laissé certains auteurs faire, bref, l'univers étendu a donné lieu, a priori, à de bien meilleures histoires. C'est ce que j'en ai entendu, je ne l'ai pas lu moi-même, mais il y a plein de vidéos très intéressantes là-dessus. Je finirai donc juste ma critique sur ce point.
Quand George Lucas a arrêté la réalisation, puisqu'il a arrêté de réaliser, il a réalisé dans sa vie essentiellement les films Star Wars, hein, il a aussi fait American Graffiti et THX 1138, je crois qu'il n'a pas fait d'autres films, mais il en a fait 8 au total, mais entre donc la première trilogie et la deuxième, il a arrêté des réalisateurs, et il est devenu architecte. Et ouais, hashtag je lâche le micro, hashtag fan du game. Non, c'est ce que je veux dire par là, c'est que je sais que ça se sait, mais je trouve que ça explique beaucoup de choses, le fait qu'il était architecte, parce que ça explique sa mise en scène illustrative. À la limite, j'ai l'impression de voir un architecte qui contemple son propre travail. C'est vraiment la sensation que ça me fait. Hashtag pas de mise en scène de cinéma. Ce n'est pas de la mise en scène de cinéma. On contemple pas le décor, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est incroyable comme ça, ampoule en termes de film la série, mais en même temps ça met incroyablement en valeur le travail justement des équipes artistiques dont je viens juste de vous parler. Voilà, pour moi la limite principale et générale de Star Wars, c'est cette mise en scène de Lucas qui est d'abord axée vers vous montrer cet univers, plutôt que d'être dans cet univers et de lui donner de la tension et de l'émotion. Mais je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, ça fait déjà... voilà, on a fini. Je suis très content. J'étais pas sûr que j'y arriverais. On est arrivé au bout des 2 premières trilogies. Et maintenant, on va attaquer la nouvelle avec Star Wars 7 et Star Wars 8. Qui sont décidément des trucs bien particuliers. Puisqu'on va avoir l'arrivée de vrais réalisateurs. Hein, J.J. Abrams et Rian Johnson, dont je vous parlerai au moment venu. Et pourtant, ça va pas tout régler. Mais alors, pas du tout. Je vais pas trop spoiler, on va en rester là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, liker, partager évidemment. Et commenter, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donnez-moi votre avis sur cette critique. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on continue de faire des grandes rétrospectives comme ça, où on s'attaque plutôt à des films seuls? Est-ce que vous préférez que je refasse des critiques en duo comme on l'a fait dernièrement avec Floram ou avec d'autres, hein, bien sûr? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de À voir ou de À chaud. Salut les amis, ciao ciao! Les critiques de Star Wars 7 et 8 vont arriver. Alors abonne-toi si tu veux pas les rater.